Bonsoir madame, bonsoir monsieur. En septembre 2017, à la 72e Assemblée générale des Nations unies, les États-Unis, par la voix de Mike Pence, le vice-président, ont annoncé que les contributions des États-Unis aux missions de la paix des Nations unies à travers le monde vont être drastiquement réduites. Et dans la foulée, ils ont également défini la nouvelle perception, la nouvelle vision de ces missions de la paix des Nations unies, donc la mission des casques bleus des Nations unies à travers le monde, en 3 articulations. Quand elles réussissent, on les ferme. Quand elles échouent, on les ferme bien évidemment. Et si elles n'atteignent pas les objectifs définis, on les redéfinit, on les remanie. Et en janvier 2018, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, dans une de ses rares sorties face à la presse, a pratiquement fait un réquisitoire contre la mission de la paix des Nations unies en RD Congo. Pour lui, en presque 20 ans de présence, les casques bleus n'ont éradiqué aucun groupe armé dans l'est du pays. Et en plus, a-t-il ajouté, les casques bleus semblent avoir pour mission de rester dans le pays. En fin de compte, le président de la RD Congo a tout simplement demandé le retrait des casques bleus de son pays. Et il a remis ça lors de la 73e Assemblée générale des Nations unies en septembre 2018, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps. Quand on suit les commentaires, quand on suit les interprétations ou la perception en ce moment des missions des Nations unies, des missions de la paix des Nations unies à travers le monde, on est en droit de s'interroger. Beaucoup de sacrifices, mais pour quels résultats sur le terrain? Madame, mademoiselles et messieurs, bonsoir. Vous suivez Parler politique sur la belle télévision et radio, la chaîne panafricaine internationale, la marque de l'Afrique, l'image du continent. Casque bleu en Afrique, quel sacrifice pour quel résultat? C'est le thème de notre débat de ce soir, avec des invités que j'aurai le plaisir de vous présenter juste après ce détour. Une fois de plus, madame, mademoiselle, messieurs, bonsoir. Bienvenue à Parler politique, bienvenue sur la belle télévision et radio, la chaîne panafricaine internationale, la marque de l'Afrique, l'image du continent. Casque bleu en Afrique, quel sacrifice pour quel résultat? Il y en a en Centrafrique, la République centrafricaine, je voudrais dire, depuis presque 4 ans, presque 12 000 hommes, mais la situation dans ce pays, juste à côté du Gabon, ne semble pas du tout s'améliorer. Bien au contraire, elle semble s'empirer. Il y en a au Mali, presque 5 ans déjà, presque 13 000 hommes aussi, mais la situation n'a pas beaucoup évolué. Il y en a en Somalie, il y en a au Sahara occidental, un peu partout, il y a les casques bleus, là où il y a les foyers de tension, là où il y a les foyers de conflit. Et il en essaime énormément sur notre continent. Dieu seul sait que s'il n'y avait pas les casques bleus des Nations unies, certainement que la situation serait pire que ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais tout de même, on se pose des questions. Beaucoup de sacrifices en termes de matériel, en termes de finances, mais aussi en termes de pertes en vies humaines. Mais pour quel résultat sur le terrain? Nous avons pensé poser cette question et ici nous avons des spécialistes que nous avons invités pour en débattre. J'ai à ma droite le professeur Jean-François Ouaille. Il est spécialiste de relations internationales. Il est à l'université Omar Bongo de Libreville. C'est un spécialiste aussi de l'histoire militaire et des questions de défense. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur le journaliste. À ma gauche, le docteur Lucien Manoukou. Il est chercheur au Centre national de recherche scientifique et technologique du Gabon, à l'Institut des sciences humaines, je crois. Il est spécialiste des questions de maintien de la paix. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur le journaliste, et merci de m'avoir invité chez vous. Tout le plaisir est pour nous de nous accorder de votre temps pour débattre de cet important sujet sur les missions importantes des casques bleus en Afrique. Mais d'abord, plantons un peu le sujet
avec ce message du secrétaire général des Nations Unies à l'occasion de la journée internationale des casques bleus. On May 29, 1948, the United Nations Security Council authorized the first United Nations peacekeeping operation, the UN Truce Supervision Organization in the Middle East. On the 70th anniversary, we express our gratitude to the more than 1 million men and women who have served under the UN flag, saving countless lives. We honor the more than 3,700 Blue Helmets who paid the ultimate price. And we pay tribute to the 14 missions working around the clock today to protect people and advance the cause of peace. This year, I will spend the International Day of United Nations Peacekeepers in Mali to express my solidarity with colleagues facing high casualties and enormous volatility. As we recognize a legacy of service and sacrifice around the world, I am also committed to taking action for peacekeeping, action to make our operations safer and more effective in today's challenging environments. And we also are committed to reinforcing the important role our forces must play in promoting human rights and addressing sexual exploitation and abuse. United Nations peacekeeping is a proven investment in global peace, security and prosperity. Together, let us pledge to do all we can to enable that mission to succeed. Thank you. Voilà, chers invités, merci une fois de plus d'être avec nous ce soir. Les casques bleus en Afrique, quel sacrifice pour quel résultat? C'est le thème de notre débat de ce soir. Et tout de suite, je vous pose la question. D'abord, sous l'angle de notre premier sous-thème, à savoir les conditions d'intervention. Les casques bleus pour rétablir la paix. Il y en a par-ci, il y en a par-là. Leurs missions sont importantes. Mais je voudrais vous demander, je ne vous demande pas pourquoi ces missions, parce que nous savons qu'elles sont importantes, mais qu'est-ce qui déclenche ces missions? Je vais peut-être commencer par me tourner par le spécialiste des questions de maintien de la paix. Qu'est-ce qui déclenche une mission de la paix des Nations Unies? Très rapidement. Merci. Lorsqu'un conflit éclate, il est donc porté en fait à la connaissance, il est porté donc au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les conseils de sécurité des Nations Unies prennent donc une décision en fait qu'on appelle résolution. Et ensuite, c'est le secrétaire général qui est chargé de la mise sur pied de cette opération de maintien de la paix. En bref. Ah, en bref, mais pourquoi parfois c'est maintenant et pas hier et pas demain? Parce que parfois on se demande qu'est-ce qui peut... parfois on peut voir une situation de conflit assez importante, mais on peut se poser que pour ce cas au moment M, pas hier alors que peut-être le fait est déjà suffisamment grave, professeur. Bon, merci de poser cette question importante. Je pense que c'est le secrétaire général Kofi Annan qui disait que les Nations Unies étaient comme une brigade de pompiers qui attendaient que le feu prenne dans la maison pour se procurer un camion de pompiers. Ça signifie tout simplement que les casques bleus n'ont pas les moyens de réagir en temps réel, en temps souvent jugé opportun par les États et par ceux qui font appel à cette force-là. Alors, ce qui fait qu'il faut attendre qu'il y ait un certain nombre de conditions, qu'un certain nombre de conditions soient remplies, notamment les conditions de faisabilité et d'opérationnalité pour que l'on déclenche une opération de maintien de la paix. Et en même temps, la situation qu'on voudrait résoudre peut empirer tant et si bien que, pour reprendre votre image ou l'image de Kofi Annan sur les sapeurs-pompiers, les pompiers arrivent après l'incendie. Malheureusement, c'est ce que l'on a constaté et ce que l'on regrette. Souvent, on a critiqué l'inopérationnalité des casques bleus par le fait que ces casques bleus-là interviennent assez tardivement et au moment où on a pratiquement plus besoin d'eux. Hein, c'est une façon de parler, mais sinon, ce qui est évident, c'est que il y a comme un retard à l'allumage. Mais cela est dû aux procédures d'engagement des forces au niveau international. Et quand on voit leur importance, docteur Manokou, alors justement, on devrait se poser la question, pourquoi ne donc pas être dans des situations d'intervenir rapidement si on veut vraiment résoudre le problème? Effectivement. Aujourd'hui, je crois que les Nations Unies
et même en dehors des Nations Unies, à côté des Nations Unies, il y a toutes les organisations régionales qui mettent en place en fait ce qu'on appelle des forces en attente. C'est-à-dire que ce sont des forces qui sont prédisposées, tant pour moi, à pouvoir intervenir très rapidement, parce que en fait, en général, les procédures sont tellement longues qu'au niveau des Nations Unies, comme dans toutes les autres organisations, on essaie de réduire maintenant en fait un peu ce temps d'intervention. Oui, mais justement, je reviens toujours sur ça. Alors, pourquoi donc une force aussi importante qui engage beaucoup de moyens, si on ne lui donne pas tous les moyens d'intervenir à temps pour stopper des situations avant qu'elles ne deviennent graves? Tant et si bien que peut-être justement parce qu'elle ne parvient plus à rattraper ces situations, qu'elle s'éternise et pose parfois le problème d'inefficacité sur le terrain. Oui, mais effectivement, je crois qu'il y a souvent, pour mettre sur pied une opération, il y a des procédures. Et c'est justement toutes ces procédures qui ralentissent justement un déclenchement rapide sur le terrain. Et dans les procédures, puisque en fait, il faut que des pays, par exemple, fournissent des troupes. Donc, justement, les pays contributeurs réagissent quelquefois avec beaucoup de lenteur et du coup, entre le temps entre la prise de décision, c'est-à-dire la résolution, entre l'adoption de la résolution et l'intervention sur le terrain, ça peut durer 30 jours, 60 jours, 92 jours, c'est selon. Mais aujourd'hui, effectivement, toutes ces organisations, à commencer par la plus importante des Nations Unies, travaillent à pouvoir réduire justement ce travail d'intervention en mettant en place justement des forces en attente qui peuvent réagir rapidement en cas de crise. Alors, maintenant, dites-moi, vous qui êtes spécialiste justement de ces questions, est-ce qu'il y a à travers le monde autant de missions de la paix qu'il y en a aujourd'hui en Afrique? Oui, en fait, aujourd'hui, à travers le monde, je crois qu'on dénombre à peu près 14 missions, puisque la dernière mission en Afrique, c'est celle qui a fermé le mois de mars, c'est la mission des Nations Unies au Libéria. Donc aujourd'hui, il reste peut-être qu'il reste en gros 14 missions, dont 7 en Afrique. Donc il y a 3 en fait un peu qui sont au niveau du Soudan, c'est-à-dire au niveau du Darfour, de la région d'Abyei et au Sud-Soudan, et les 4 autres, une au Mali, une en Centrafrique, en RDC, la MONUSCO et la MINURSO au niveau du Sahara occidental. Oui, professeur, par rapport à cette présence en Afrique, une fois de plus, on ne va pas la justifier parce qu'on la comprend parfaitement. Mais néanmoins, est-ce que partout, les casques bleus peuvent être vraiment la mission qui peut finir par rétablir une situation de conflit tel qu'il en sème, tel qu'il en existe, tel qu'il s'en produit en ce moment en Afrique? Oui, je voulais d'abord revenir sur la question qui a été posée sur la lenteur d'intervention, pour dire qu'une mission de paix se déclenche en suivant une procédure qui est à 3 niveaux. Vous avez d'abord le fait que les Nations Unies doivent observer l'atteinte à la paix, la rupture à la paix, ou alors une agression. Il s'agit de qualifier cette menace. Une fois la menace est qualifiée, eh bien, cela donne la possibilité aux Nations Unies d'envoyer de prendre des mesures conservatoires. Des mesures conservatoires qui peuvent être des médiations, etc., pour déclencher en fin de compte une mission d'intervention militaire sur le terrain. Donc ça prend du temps. Ce qui est évident, c'est que l'Afrique aujourd'hui est certainement l'un des continents où il y a une multiplicité de conflits et où l'appel au casque bleu est souvent, je vais dire, permanent, ce qui justifie, mon collègue vient de le dire tout à l'heure, qu'il y a pratiquement 50% aujourd'hui des forces de maintien de la paix qui sont en Afrique. Il y a l'autre élément que je voudrais questionner, l'aspect, je pourrais dire, l'élément culturel. C'est vrai que c'est des soldats, c'est des militaires, ils doivent aller là où on les envoie. Mais par rapport à des missions de la paix, par rapport à l'environnement, quel est le rôle que les aspects personnels des individus qu'on envoie peuvent jouer sur les théâtres des opérations en termes d'efficacité justement de la mission de paix? C'est-à-dire ce dépaysement ou cette acculturation dans certains milieux, quand on commence à analyser le résultat d'une mission, est-ce que ces éléments sont suffisamment pris en compte quand on prend quand on mobilise les troupes pour les envoyer quelque part? La voie de troupes, elle est volontaire, c'est-à-dire que tous les États, selon l'article 43, je crois, oui, des Nations Unies, doivent donc contribuer, si vous voulez, à l'effort collectif. Mais en fait, c'est chaque État individuellement, volontairement, qui met à disposition ses troupes pour une opération de maintien de la paix. Et comme le disait le professeur Roy,
effectivement, au niveau de l'Afrique, c'est beaucoup plus des hommes qu'ils mettent à disposition puisqu'ils sont dépourvus des moyens financiers, parce qu'il faut oublier que les opérations de la paix, de maintien de la paix, coûtent énormément cher. Donc, ils sont dépourvus de moyens financiers et quelquefois aussi de moyens logistiques. Donc, la seule contribution ou la principale contribution, je parlerai ainsi, est beaucoup plus en fait aux hommes de troupes qu'ils mettent ou des policiers qu'ils mettent à la disposition des opérations des Nations Unies. Oui, mais je vous pose donc la question, est-ce qu'on les prend tout simplement parce qu'on les a offerts ou alors on analyse quand même la qualité pour les envoyer quelque part, leur adaptabilité, ou parce qu'on parle là de l'efficacité sur le terrain. C'est de ça qu'il est question en ce moment. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas importantes, mais il faut être important et être efficace et donc aboutir à un résultat. D'où le nouveau sentiment des Nations Unies, à savoir que si vous allez, quand vous avez signé une mission, vous réussissez, on termine. Vous échouez, on termine. Maintenant, si vous n'avez pas échoué, si les objectifs ne sont pas atteints, bon, on modifie. Ça veut dire que quelque part, il faut analyser la qualité des hommes qu'on envoie quelque part. Est-ce que c'est fait exactement de cette manière? Effectivement, c'est pris en compte. Ces contingents sont pris en compte parce qu'effectivement, avant d'aller sur le terrain, ils ont des formations. Ils ont des formations et le choix aussi, en fait, puisque le choix aussi se fait en fonction des zones géographiques. C'est-à-dire que un Africain aura du mal à pouvoir donner le meilleur de lui-même en Sibérie et vice-versa. Et donc, du coup, les troupes retenues pour l'envoi dans une mission sont donc sélectionnées en fonction de plusieurs critères. Voilà. Vous avez quelque chose à dire là-dessus pour ça? Oui, pour dire que effectivement c'est une question de fond. Je pense que dans les réformes, on va certainement arriver à ce stade de la réflexion. On a parlé de la certification des troupes. C'est-à-dire il faudrait que ce soit des troupes aguerries, des troupes d'élite, des troupes qui ne vont pas être dépaysées au moindre changement climatique. Donc il y a tout cet environnement-là qu'il faut créer. Il a bien souligné le fait que ce sont des soldats qui reçoivent une formation, mais il y a quand même des peuples ou des pays qui aujourd'hui sont beaucoup plus aguerris, pour me répéter, dans les opérations de maintien de la paix. Et ces forces-là s'adaptent très rapidement. Il y a d'autres aujourd'hui qui s'y essaient et qui aujourd'hui sont intégrés à cette dynamique et qui s'en sortent pas mal. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un commandement unifié et qui veille sur les caractères de l'opérationnalité des soldats et qui sait choisir dans quelle opération il faut envoyer tel ou tel selon les qualifications et les compétences des uns et des autres. Ouais. Ok, merci. Nous allons poursuivre cette discussion, mais auparavant, je voudrais vous proposer cet élément avant de parler du mandat même sur le terrain. Kinshasa a accueilli ce vendredi une forte délégation du Conseil de sécurité de l'ONU. Composée de 15 membres, la mission a très rapidement pris langue avec l'équipe de Corneille Nangaa, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. La CENI qui a elle-même réuni jeudi 4 octobre les candidats à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain pour faire le point du processus électoral. La rencontre n'a pas vidé les polémiques récurrentes sur le processus électoral, mais une commission d'experts a été mise sur pied pour essayer de travailler ensemble sur la suite du processus. Un processus électoral qui était au menu des discussions CENI-ONU. L'état d'avancement certes, mais plus particulièrement la logistique et le financement des élections. On sait que le pouvoir RD congolais a rejeté l'assistance de la communauté internationale, surtout pas celle de la MONUSCO. Kinshasa s'estime les capacités suffisantes pour assurer et assumer. Joseph Kabila l'a encore dit récemment à l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Les relations entre la RDC et la mission de l'ONU pour la stabilisation en RD Congo, MONUSCO, ne sont pas au beau fixe. L'un des objectifs de la mission du Conseil de sécurité à Kinshasa est justement de faciliter ces relations. Avant de quitter le pays dimanche 7 octobre, la mission conduite par l'ambassadeur de France aux Nations Unies, François Delattre, devrait également rencontrer le chef de l'État, Joseph Kabila, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, les partis politiques et des organisations de la société civile. La dernière mission, une dernière mission qui est le Conseil de sécurité qui vient
a été en République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo, justement, qui a aujourd'hui en Afrique l'une des plus vieilles missions des casques bleus, je pourrais même dire dans le monde, et particulièrement en Afrique, autant par sa dimension, elle est très importante, autant par les moyens qui ont été mis dans cette mission. Alors, mais que ce soit en République démocratique du Congo, que ce soit au Mali, que ce soit en Centrafrique, nous l'avons dit dans l'entame de cette émission, il se trouve que les problèmes ne sont toujours pas résolus. Bien au contraire, on dirait qu'ils s'amplifient tous les jours. Alors, la question est de savoir pourquoi il y a cette sorte de non-atteinte des résultats sur le terrain, surtout sur une aussi longue période. Pour ce qui est de la République démocratique du Congo, ça date pratiquement ça va faire 20 ans bientôt, sinon déjà 20 ans. Alors, qu'est-ce qui peut le justifier pour ça? Bon, je pense que là, nous rentrons de plein pied dans les contradictions et les errances des missions des casques bleus au niveau mondial et au niveau africain. Il se trouve que il y a un certain nombre de raisons qui peuvent l'expliquer. Notamment pour ce qui est des pays africains, c'est la mutation qu'il y a eu entre les types de missions. Parce que jusqu'en 1989-90 à peu près, les missions étaient plus ou moins simples. C'était des missions d'interposition qui allaient résoudre des problèmes, surtout des conflits interétatiques. Donc l'interposition était facile. Faire en sorte qu'il y ait respect des cessez-le-feu, d'accords, etc. C'était beaucoup plus facile. Or aujourd'hui, à partir de 1990, les forces de casques bleus interviennent dans un milieu plus ou moins hostile, avec mutation de la conflictualité, avec des moyens qui sont pas souvent, je vais dire, à la hauteur de la mission qui leur est donnée, et des mandats qui sont la plupart du temps irréalistes ou pas très bien définis. L'effet final que l'on voit, c'est l'enlisement. C'est finalement une déception, puisque Antonio Guterres a dit qu'il faudrait que les casques bleus arrêtent de décevoir par rapport à l'application, par rapport à la mise en œuvre des missions qui sont les leurs. Mais dites-vous bien qu'une mission suppose des moyens conséquents. Donc l'opérationnalité de ces forces dépend des moyens qui sont mis à leur disposition, mais également du terrain. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit ? On se rend compte que les casques bleus interviennent dans des terrains où les États ont failli, où il n'y a plus de gouvernement, où les acteurs deviennent des acteurs fantômes. Pratiquement, les casques bleus sont pris à partie, deviennent un tiers. Or, la mission des casques bleus, selon la trilogie que l'on a mise en place depuis Dag Hammarskjöld, c'est de ne pas user de la force. Là, je parle maintenant des règles les règles d'intervention. Le cas du Congo est un cas emblématique qui nous permet effectivement de voir le panel ou le spectre des insuffisances criardes qui ont essaimé durant la vingtaine d'années en question et qui aujourd'hui imposent que les casques bleus revoient un peu leur logiciel, leur opérationnalité sur le terrain. Vous nous parlez de ces insuffisances, docteur? Oui, effectivement. Au niveau des insuffisances, il faut relever que aujourd'hui, les opérations, en fait, le type d'opération a changé. Elles sont devenues beaucoup plus multidimensionnelles, c'est-à-dire qu'on s'occupe à la fois du politique, du social, d'économie. Il faut remettre en place certaines institutions judiciaires, de sécurité, ainsi de suite. Donc, du coup, les missions les missions de besoin de la paix ont des mandats vraiment très complexes. Et donc, il est souvent difficile, dans ce cas, de pouvoir aboutir à des résultats très rapidement. Bon, pour le cas du Congo aussi, effectivement, il y a aussi ce problème parce que, en général, quand on intervient, c'est lorsqu'on prend une résolution, on a déjà identifié, enfin, un peu la nature du conflit. Et donc, en quelque fois, on connaît même quels sont les acteurs en présence. Or, aujourd'hui, dans la plupart des conflits, les acteurs se multiplient au fil du temps. Je prends le cas de la RDC, c'est-à-dire que l'apparition des groupes armés, c'est presque mensuel. Aujourd'hui, on a affaire à un groupe armé ici, demain, ainsi de suite. Donc, du coup, la mission le mandat de la mission qui a été défini au départ change même quelquefois au fil du temps. Vous avez parlé tout à l'heure, les acteurs se multiplient, mais autant également que le mouvement suive au niveau de la conception du mandat des Nations Unies, de manière à ce que ce soit
je voudrais dire que si les acteurs se multiplient, si l'environnement change et que au niveau des Nations Unies, on ne change pas avec cet environnement, ça pose le problème où on s'éternise, on s'enlise et puis toujours pas de résultat et finalement on finit par se demander pourquoi. Oui, effectivement, ce qui peut expliquer en partie justement les errances justement des missions de la paix, c'est effectivement le fait que la plupart des acteurs impliqués aussi n'ont pas en fait souvent un objectif unique. Quand je parle des acteurs impliqués ici, je commence par le Conseil de sécurité lui-même, le département des opérations de maintien de la paix, les ONG sur le terrain, les belligérants, le pays hôte et même les populations locales qui doivent s'approprier justement cette mission. Or, la plupart du temps, ces différents acteurs ont des intérêts divergents. Et du coup, ça freine, enfin disons que ça ne peut qu'avoir une conséquence négative dans la résolution du conflit. Donc, en fait, pour me résumer, je veux dire par là que la plupart des acteurs impliqués sur le terrain ont souvent des intérêts divergents. Et du coup, la mission, ils n'ont pas en fait un objectif unique qui est en fait de résoudre très rapidement la crise dans laquelle ils sont impliqués. Eh bien, mais justement, vous venez de soulever quelque chose d'important sur laquelle je voudrais rebondir, des intérêts divergents. Est-ce que quelque part, parfois également, au niveau même de l'organe, je pourrais dire ordonnateur, déclencheur, c'est-à-dire le Conseil de sécurité, est-ce que les intérêts particuliers, la géopolitique, n'influence pas parfois des décisions au niveau du Conseil de sécurité pour adapter, modifier, reformuler un mandat sur le terrain parce que même au sein du Conseil de sécurité, les gens ont des objectifs différents, professeur? Oui, il y a toujours une conflictualité de puissance au niveau du Conseil de sécurité. On voit qu'il y a des intérêts partisans qui, à un certain moment, clivent au niveau de la mise en œuvre d'une mission de casque bleu. Et souvent, le pays hôte également ne joue pas franc jeu. Parce qu'on dit qu'il faudrait qu'il y ait une implication du pays hôte, et souvent le pays hôte voudrait que les casques bleus soient partiaux, c'est-à-dire couvrent les arrières des forces nationales contre des rebelles qu'on ne voit pratiquement pas. Également, les populations, comme on dit, ou les forces rebelles, pensent que les casques bleus sont une force de belligérance, parce que empêchant de tourner en rond, empêchant de réaliser leurs objectifs politiques ou objectifs militaires, ce qui fait que finalement on se retrouve, ou les casques bleus se retrouvent dans une situation non prévue, où les casques bleus sont obligés d'inventer un agir localement. Et comme disait le collègue tout à l'heure, c'est-à-dire vous avez des mandats au départ qui, à l'arrivée, ne sont plus les mêmes, avec au milieu, je vais dire, des situations nouvelles qui se créent, qui font qu'à un certain moment, la situation s'est tellement complexifiée que on ne peut rien. Bon, ce que je dirais également, c'est que, effectivement, ce sont des cas emblématiques, mais il ne faut pas oublier que les casques bleus aussi ont eu des cas de réussite, des situations de réussite, sur, par exemple, les 70 missions, 71 missions que l'on note, il y a à peu près 57 qui ont réussi, qui ont eu l'imprimature mission réussie. Et puis il y a des cas difficiles à résoudre, comme le cas de la RDC. Vous savez que la RDC, c'est quoi? C'est pratiquement un sous-continent, avec une multitude de belligérants, une multitude de milices, avec l'interventionnisme régional et les zones d'influence, l'influence des grandes puissances, etc., fait qu'à un certain moment, c'est un conflit difficile à résoudre. Donc les casques bleus sont dans une situation assez complexe qui ne leur permettent pas effectivement d'aboutir à des résultats globaux. Mais si l'on regarde cas par cas, effectivement, comme disait le collègue, avec la polyvalence des forces, des missions, eh bien il y a un certain nombre de choses qui sont réussies. Par exemple, créer des zones tampons, par exemple le travail des génies, le travail le génie sanitaire, le travail humanitaire, etc. Donc si on prend secteur par secteur, on retrouvera des cas de réussite, mais si l'on prend en gros, c'est-à-dire du fait que le conflit perdure, effectivement on peut constater que c'est un échec. Docteur, quelle est la typologie des mandats
d'intervention des Nations Unies qu'on peut avoir pour savoir que tel mandat correspond à ça, tel mandat empêche de faire ça, ce qui peut faire comprendre que pour le citoyen ordinaire qui voit les casques bleus, qui se dit qu'il est venu les défendre et qui est là, il s'est fait massacrer, les casques bleus ne font rien, ne comprend pas. Alors, pouvez-vous nous rappeler un peu, à peu près, combien de types de mandats Oui, en fait, bon, parlons en fait un peu donc pour le cas de l'Afrique justement, oui, peut-être de cette mission de maintien de la paix en fait en vigueur. Pour le cas du Mali ou de la République centrafricaine, les mandats en fait ce sont des missions de stabilisation de la situation en général dans les grandes agglomérations, c'est-à-dire essayer de stabiliser la sécurisation de ces grandes agglomérations, et puis le rétablissement de l'état de droit. C'est ce qui concerne ces deux pays. Pour le cas de la MONUSCO, il faut dire qu'au départ, il faut quand même souligner que la MONUSCO a remplacé la MONUC. La MONUC a été mise en place en 1999 et la MONUSCO a remplacé la MONUC en 2010. Pour la MONUC, en fait, il s'agit de la protection des civils et la consolidation de la paix, ce qui concerne la RDC. Pour le Sahara occidental, bon, ça elle est même plus vieille que celle de la RD Congo. Oui, elle est plus vieille que la MONUSCO, oui, parce que la MINURSO, donc la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental, date de 1991. Et pour eux, c'est tout simplement l'observation du cessez-le-feu, puisqu'il y a eu des accords de cessez-le-feu. Donc, près de 500 soldats qui sont là-bas, leur mission consiste à pouvoir surveiller le cessez-le-feu. Pour la MINUAD, en fait, c'est la mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine, qui est au Darfour, au Soudan. Cette mission, en fait, a plusieurs mandats. Il y a, en fait, déjà la protection des civils, l'acheminement, la sécurisation de l'acheminement des aides humanitaires. Il y a la vérification du processus de paix, puisqu'il y a eu des accords en 2006, donc il s'agit de pouvoir surveiller et vérifier l'application justement de ces accords. Il y a aussi la protection civile, l'état de droit, ainsi de suite. Donc du coup, il y a les mandats ont donc des missions diverses en ce qui concerne l'Afrique. Alors, est-ce qu'on les renouvelle ou bien le personnel qui est parti, c'est celui-là qui reste pendant tout ce temps? Comment ça se passe? Oui, effectivement. Le renouvellement, en principe, des hommes, en fait, disons des militaires ou des policiers, se fait en général tous les 6 mois. Mais tout dépend maintenant, en fait, un peu donc des pays contributeurs. Il y a des pays contributeurs qui respectent, en fait, un peu, je dirais, ces délais, mais il y a d'autres qui peuvent laisser traîner, en fait, un peu leurs hommes pendant plusieurs années. Pendant plus de 6 mois, pendant plus d'1 an. Mais il faut dire aussi que le mandat, en fait, lui-même, et en général, un mandat est souvent le mandat d'une mission a pour durée en gros 1 an. C'est au bout d'1 an que le Conseil de sécurité prolonge le mandat justement d'une mission. Donc vous verrez que c'est presque toutes les années que les Nations Unies prolongent justement les missions des opérations de maintien de la paix à travers le monde et principalement sur le continent. Donc les 20 ans du Congo, ça fait pratiquement 20 fois que il y a presque une vingtaine de résolutions qui ont été prises à chaque fois pour proroger justement le mandat d'une mission. Maintenant, revenons donc sur le comportement des agents sur le terrain. Comment est-ce que, parce que ça porte quand même un coup à l'image des casques bleus, quand on retrouve le casque bleu associé dans un certain nombre de dérives locales, pour ça. Oui, je pense qu'à un certain moment, les Nations Unies elles-mêmes ont pris conscience des dérives et on a demandé à ce qu'il y ait impunité zéro, ce qui fait qu'un certain nombre de soldats ont dû être traduits en justice. Pour soit des abus sexuels, soit des trafics de toutes sortes, et également des problèmes de comportement qui, à un certain moment, ont terni l'image des Nations Unies, mais aussi l'image de leur pays. On a vu des soldats revenir, disons, être rapatriés pour être jugés et certains emprisonnés. Donc ça, on peut louer l'effort et des États et des Nations Unies de tendre vers une sorte d'impunité zéro. Mais comme je vous le disais tantôt, c'est que à la base, il faudrait que l'on s'assure d'une certification des troupes. C'est-à-dire les troupes que l'on doit envoyer en projection sur des théâtres extérieurs doivent être des troupes bien formées, bien aguerries, qui respectent une sorte d'éthique, on respecte l'éthique des Nations Unies et que l'on s'assure également au niveau des institutions d'une sorte d'assurance qualité, de sorte que les forces
projetés sur les théâtres d'opération soient les meilleurs possibles. Pour ce qui est de moyens mis en œuvre pour les casques bleus, pour les missions des casques bleus à travers le monde et en Afrique particulièrement, est-ce que vous ne pouvez pas penser que ces moyens pouvaient être mis à la disposition des États pour former le personnel sécuritaire, pour faire le travail qui est fait, où la mission est appelée à faire dans les différents pays? Aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas possible qu'un seul pays puisse juguler à tout seul certaines menaces. Je prends par exemple le cas de l'Afrique centrale au niveau de la CEAC. On a bien vu que le problème de Centrafrique n'est pas encore résolu jusqu'à ce jour. Ce pays est toujours aujourd'hui effectivement la MINUSCA, qui est une mission des Nations Unies. Mais auparavant, on a vu bien plusieurs missions depuis 1997 avec la MISAB de l'OUA. Ensuite, on est passé à la MINURCA des Nations Unies. La sous-région a pris en charge en quelque sorte ce pays presque de 2002 à 2008. Ensuite, on est revenu, donc là, il y a eu la FOMUC, la FOMAC, ensuite la MICOPAX, et aujourd'hui on est revenu aux Nations Unies. Ça veut dire effectivement que les pays de la sous-région ont été incapables de pouvoir résoudre un problème sous-régional. Ils ont donc dû faire appel aux forces, aux Nations Unies pour en fait essayer pour pouvoir contribuer à la résolution de ce conflit. Professeur, est-ce qu'on peut comprendre l'attitude, la posture du président Joseph Kabila de demander le retrait de la MONUSCO de son pays? Oui, je pense qu'il exprime là une sorte de dépit. Mais je pense que c'est un dépit, je pourrais dire un peu exagéré, parce que aujourd'hui, il se trouve que la seule possibilité pour les États africains de sortir de cette conflictualité récurrente, eh bien, c'est le recours à la sécurité collective. Étant entendu que individuellement, chaque État ne peut plus assurer sa sécurité comme cela aurait été possible dans le cadre de l'autodéfense. Aujourd'hui, les États africains ont fait un certain nombre d'efforts dans le cadre des grands ensembles ou alors des ensembles sous-régionaux pour créer des systèmes de sécurité au niveau régional, au niveau sous-régional. Nous avons par exemple dans notre sous-région, disons au niveau de l'Afrique, avec le Conseil de paix et de sécurité, vous avez le COPAX, vous avez un certain nombre de mécanismes qui permettent la sécurité collective. Mais ce que l'on constate, c'est que ce sont des énoncés, ce sont des volontés, des prétentions, mais au moment de passer à l'acte, les États rechignent à donner les moyens qu'il faut à la sécurité collective pour qu'elle puisse agir. Ce qui fait que aujourd'hui dire que les États peuvent à eux seuls résoudre leurs propres problèmes, eh bien je pense que nous avons dépassé ce stade-là par l'observation qui montre que c'est un échec. Et si l'on laisse ces États à leur propre sort, nous sommes sûrs que nous allons tendre vers l'éclatement et certainement la fin d'un certain nombre de pays. Docteur, sur ce cas de la RD Congo, comment... Je pose la question, le professeur vient de donner sa lecture de la situation, je pose la question, est-ce qu'on peut comprendre ou justifier la demande du président Kabila du retrait de la MONUSCO de son pays? Disons que sa demande est légitime, je voulais dire qu'elle est légitime, mais sauf qu'à la place, qu'est-ce qu'il propose pour résoudre justement, parce que le problème c'est que la MONUSCO peut se retirer, mais est-ce pour autant que le pays retrouve sa stabilité? C'est la grande question. C'est la grande question. Voilà. C'est la grande question. Nous allons essayer de répondre à cette grande question, mais auparavant, terminons, nous sommes sur la dernière ligne droite de notre émission de ce soir. Suivons cet élément pour nous rafraîchir un peu la mémoire. Lors d'un point de presse le 26 janvier 2018 à Kinshasa, le président de la RD Congo, Joseph Kabila, dont le pays accueille l'un des plus gros contingents des casques bleus au monde, sinon le plus gros, s'était fendu d'un réquisitoire musclé contre la mission de paix onusienne dans son pays, en martelant que malgré ses 20 000 hommes, la MONUSCO, présente dans le pays depuis bientôt 20 ans, n'a jamais réussi à éradiquer un seul groupe armé. Un haut fonctionnaire des Nations Unies n'est pas loin de lui donner raison. Sans langue de bois, devant le Conseil de sécurité réuni ce 19 juillet à New York, Celle Work Zewde, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies auprès de l'Union africaine, a abordé la question du maintien de la paix. Elle a précisé la posture du secrétaire général Antonio Guterres, pour qui le modèle actuel de lutte n'est plus adapté aux défis contemporains.
Comme preuve tangible, Sel Wok Zewde a épinglé les conflits au Mali, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, axés sur des processus de paix bloqués, une multiplicité d'acteurs, des actes de violence extrême et un nombre croissant de victimes parmi les soldats de la paix. Une redéfinition du partage de tâches a déjà été proposée par le secrétaire général qui repose sur la coopération avec les organisations régionales et la clarification du mandat des opérations de maintien de la paix, a-t-elle indiqué avant de conclure sur le partenariat stratégique entre l'ONU et l'UA qui n'est pas un choix mais une nécessité, estime la représentante de Guterres à l'Union africaine. En tant qu'observateur averti, en tant que spécialiste, quelle devrait être une reformulation des missions des casques bleus en Afrique pour une bonne efficacité, une grande efficacité, professeur Ouaye? Bien, c'est une question essentielle qui engage l'avenir de l'Afrique et des casques bleus. Pour dire que les casques bleus en eux seuls ne peuvent absolument pas éradiquer les conflits en Afrique ou partout ailleurs au monde. Il faudrait qu'il y ait une connivence entre les missions de maintien de la paix, de rétablissement et de consolidation de la paix, de reconstruction même de la paix au niveau des pays, mais également un projet politique global qui permettrait une résolution politique et diplomatique du conflit. Si les deux ne conjuguent pas, effectivement, les casques bleus ne pourront absolument rien faire. Étant entendu que nous avons dit tantôt, en nous appuyant sur la technologie de leur mission, que ce sont des forces de non-belligérance qui n'ont pas l'autorisation d'utiliser la force. Donc il n'est pas question pour les casques bleus d'éradiquer des unités rebelles sur le terrain. Donc il faudrait que les politiques s'engagent, en même temps qu'on lance une opération, de pouvoir créer les moyens de résolution définitive du conflit. Si c'est pas fait, effectivement, nous ne pouvons absolument pas arriver à une solution probante. Également, pour répondre à votre question, je pense qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de pistes qui ont été ouvertes, notamment par le rapport Brahim, notamment par la résolution 2377 de 2017 là, qui impose maintenant une réforme globale et en profondeur des missions et de l'organisation des casques bleus. Il faut resserrer les liens avec l'unité, l'Union africaine, puisque là on l'a pas également souligné, pour dire que il ne faudrait pas qu'on on regarde les casques bleus sous un prisme en disant que les Africains ne sont que demandeurs. Les Africains participent grandement. Il y a même des missions sous couvert de l'ONU, bien entendu, menées par les Africains et qui réussissent. Donc il y a cela. Il y a le fait qu'il faut revoir les missions. Aujourd'hui, nous sommes passés, le collègue le disait tout à l'heure, à des missions simples, à des missions beaucoup plus complexes, c'est-à-dire polyvalentes, multidimensionnelles. Ça signifie qu'il y a maintenant une autre configuration avec des nouveaux mandats, mais également une mise en conformité des mandats avec les ressources qu'on affecte à ces mandats-là, de sorte qu'il y ait une sorte d'opérationnalité évidente de ces missions. De ce fait-là, on pourrait peut-être arriver à une meilleure configuration. Docteur, oui, je crois vous qui êtes spécialiste des missions de la paix en Afrique de façon générale, de façon particulière. Oui, je crois qu'en fait aujourd'hui, on ne peut pas se passer justement des opérations, des missions de casques bleus. Je pense qu'on ne peut pas se passer, mais il faut justement redéfinir peut-être les missions, ainsi de suite. Mais à ce niveau, je crois que presque tout a été dit, hein. Parce que quand on refait un peu l'historique des études, des rapports au niveau des Nations Unies, il y en a eu plusieurs. Je crois que tout a été presque plus ou moins dit en ce qui concerne justement les réformes à apporter au niveau du Conseil de sécurité. Mais reste que malheureusement, ce sont toujours les hommes qui sont à la manœuvre de tout cela. Et du coup, la plupart de ceux qui sont impliqués ne sont pas souvent assez sincères dans l'aboutissement même, dans l'engagement qu'ils prennent pour la résolution de conflits. Je crois que c'est à ce niveau qu'il faut mener une réflexion. Mais d'autre part aussi, je crois qu'en amont, les États africains gagneraient à ne pas, je dirais, générer des conflits. Ah oui, parce que justement, c'est la question que je voulais vraiment poser. Comment agir en amont, prévenir même les conflits, pour qu'on n'ait pas seulement à guérir, à essayer d'arrêter la guerre ou les zones de mer, comment faire pour éviter que les situations se déclenchent? Ça me fait peut-être revenir sur le premier sous-thème, les interventions. Est-ce qu'un État ou une communauté
peut solliciter l'intervention des casques bleus quand tu vois que la situation commence à aller dans tous les sens pour éviter que ça se dégénère? Oui. Avec vos permissions, je voudrais insister sur un point, notamment la résolution 2377, celle de l'année passée, 2017, qui montre la volonté du Conseil de sécurité, du secrétariat général, de constituer une force permanente. Parce que on a parlé en début d'émission que les Nations Unies ont des problèmes de mobilisation de la ressource au moment où on en a besoin. Donc là, c'est une réforme importante et le secrétaire général a donné mission, a donné mandat pour que l'on puisse faire un point tous les 12 mois, de sorte que l'on puisse voir si les réformes mises en œuvre sont appliquées et s'il y a des restructurations à faire. Maintenant, vous parlez de la question, vous posez la question de savoir est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'agir avant, c'est-à-dire dans une sorte de prophylaxie, pour ne pas devoir à envoyer des casques bleus. Mais je pense que c'est ce que tout le monde voudrait. C'est l'idéal. Parce que on voudrait que les uns et les autres vivent en paix. Malheureusement, comme vous savez, la conflictualité est une donnée naturelle. On a vu tous les mécanismes mis en œuvre par le Conseil de sécurité, notamment dans le cas du chapitre 6, pour éviter qu'il n'y ait conflit et également résoudre les différents de moyens pacifiques. Mais toujours est-il que le conflit éclate, ce qui nous a amené à mettre en application le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Donc il faut créer effectivement ces conditions de paix, ces conditions iréniques, de sorte qu'il y ait de moins en moins de conflits. Mais est-ce que ce n'est pas un idéal compte tenu un peu de l'ambivalence, de l'atomisation de l'État, des problèmes structurels, des problèmes économiques, des problèmes sociaux que l'on rencontre, des ambitions des uns et des autres, des mutations sociétales qui imposent un certain nombre de mutations, de changements dans les options ou les velléités des uns et des autres. Donc c'est un environnement essentiellement belligène. Quand on sait que la conflictualité elle a éclaté, elle est devenue insaisissable en Afrique, comment pourrions-nous à un certain moment penser que nous sortirons effectivement de cette logique d'affrontement de tous contre tous pour des raisons absurdes que l'on ne connaît absolument pas vers un idéal de paix. Donc c'est une question éminemment philosophique qui se pose à l'homme. Je pense que c'est à l'homme de trouver ces solutions de pacification personnelle d'abord et étatique ensuite. Et ce qui me permet de revenir vers vous et de terminer par là, vous étiez sur cet agir en amont. Alors nous sortons de l'émission en définitive, comment agir en amont et justement faire en sorte que les casques bleus aient toute leur importance mais également soient efficaces sur le terrain. Oui, mais je crois qu'on a parlé en fait un peu des réformes en cours et qui ont encore été plus ou moins dictées par le présent secrétaire général des Nations Unies, donc des réformes globales qui puissent apporter une meilleure efficacité aux opérations de maintien de la paix. Mais je disais qu'en amont aussi, je crois que c'est vrai que ce que je voudrais dire, en fait, je voudrais d'abord dire ceci, c'est que il faudrait d'abord que les belligérants, parce que pour en fait aboutir à la paix, il faudrait qu'il y ait une volonté de tous, mais beaucoup plus des acteurs impliqués. Parce que quelle que soit l'opération qu'on pourra mener, mais si les principaux belligérants eux-mêmes ne veulent pas à la paix, la mission pourra durer 5, 10 ou 20 ans, on n'aboutira jamais à la paix parce que les principaux belligérants eux-mêmes ne veulent pas la paix. Voilà. Bon. Mais en amont aussi, je pense qu'il y a un problème. Il y a peut-être que nous ne faisons pas assez au niveau de la prévention. La prévention passe par un certain nombre de choses. Quand on voit un peu la typologie des conflits, en Afrique en particulier, il y a des conflits de pouvoir, des conflits de gouvernance et beaucoup plus même de conflits de gouvernance électorale. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, vous voyez bien combien de fois les crises post-électorales font mal à l'Afrique. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire, qui est en 2010, mais auparavant, il y a eu au Kenya, au Zimbabwe, mais en Guinée, pas plus longtemps qu'il y a 2 jours, jusqu'à présent, le contentieux électoral n'est pas terminé puisqu'il y a encore eu des manifestations et je crois qu'il y a 2 ou 3 jours, il y a encore un jeune homme qui a perdu la vie au cours d'une manifestation. Au Gabon, en 2016, justement, on a vraiment frôlé une guerre civile parce que la tension était quand même assez vive. Donc, du coup, je pense que les États africains ne font pas assez dans la prévention à ce niveau.
Juste une petite anecdote. Au sorti de 2006, je crois que après les élections de 2016 au Gabon, et de 2016 aussi, je crois qu'au Congo. On va y aller vite. Bon. Les chefs d'État se réunissent, en fait, de la CEAC, et dans leur déclaration, ils félicitent justement les élections au Gabon et au Congo. Alors qu'il y a quand même, dans ces deux pays, il y a eu quand même une crise, il y a eu des morts d'hommes, mais ils n'ont rien dit du tout. Alors, donc, du coup, je me dis, est-ce que les chefs d'État est-ce qu'ils sont vraiment sérieux lorsqu'ils se réunissent, ou bien ils ne lisent pas les événements de la même façon que nous. Donc, du coup, à ce niveau, je pense qu'il y a un problème de prévention qu'il faut voir vraiment, qu'il faut essayer d'approfondir pour éviter justement que nous ne connaissons les soubresauts qui, malheureusement, minent nos États. Voilà. Merci, docteur, d'avoir répondu à notre invitation pour traiter de cet important sujet sur les casques bleus en Afrique. Merci une fois de plus, professeur. Vous êtes déjà un habitué de ce plateau de parler politique, et merci pour vos contributions toujours pertinentes. À nos chers téléspectateurs, nous avons compris que les casques bleus sont une institution importante des Nations Unies et qu'elle doit rester et demeurer, mais il est nécessaire également qu'elle se reforme, n'est-ce pas, pour devenir encore plus efficace. Mais là-dedans également, les acteurs locaux, les acteurs internationaux, les populations, bref, toutes les parties prenantes, chacun a son rôle à jouer, mais plus encore, si on pouvait agir en amont, à savoir faire tout pour qu'il n'y ait pas de conflit. Peut-être qu'il n'y aurait même pas de mission de la paix des Nations Unies s'il n'y avait pas de conflit. Mais malheureusement, l'histoire est là, l'environnement reste conflictogène, et puis, mais il faut le gérer, et on est en train de le gérer. Les casques bleus des Nations Unies le font certainement très bien à leur niveau. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs de la Belle Télévision et Radio. Restez toujours fidèles à nos programmes. Parler politique vous est fier de vous. Bonsoir et à très bientôt.